Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Gérard Mallet. Je fais partie de l'équipe des nouveaux couples avec Claire Reed et Hélène Proulx. Dans ce webinaire d'aujourd'hui intitulé « Je me sens incapable de rompre cette relation, de quitter mon ou ma partenaire ». Et dans ce webinaire, nous nous adressons plus spécifiquement aux couples vivant une situation d'impasse actuelle. Nos objectifs pour ce webinaire sont d'aborder le lien à deux avec une vision nouvelle, celle des nouveaux couples. Notre approche permet de comprendre les mécanismes inconscients réactivés qui conduisent à une situation d'impasse. Dans ce webinaire, nous allons explorer les raisons qui maintiennent les partenaires dans la difficulté à faire un choix pour la direction de leur couple vivant en situation d'impasse. Et je passe la parole à Hélène et à Claire. Bonjour, je suis Hélène. Alors, vous êtes dans une situation d'impasse, c'est-à-dire insatisfait de votre relation et incapable de quitter votre partenaire. Tiraillé entre deux niveaux de besoins qui vous emprisonnent dans un espace très inconfortable. Définissons ce qu'est une impasse. Bien, si le dictionnaire nous parle d'une situation sans issue, notre thème d'aujourd'hui décrit ici le cul-de-sac relationnel d'un couple aux prises avec des divergences si profondes que les partenaires ont perdu le goût de s'investir dans le lien. Le PowerPoint 2, s'il te plaît, Gérard. Merci. Alors, dans une version thérapeutique, on attribue l'impasse à un blocage inconscient quand plusieurs niveaux de besoins opposés se confrontent. Alors, je vais vous décrire un peu le scénario qui mène à une situation d'impasse. Nous avons grossi un peu la situation d'impasse pour faciliter la compréhension. Tout d'abord, dans une situation d'impasse, les divergences qui nous opposaient à une autre étape de la relation se sont transformées en guerre ouverte. Les conflits entre nous s'enveniment au point où la violence verbale et physique sont présents. Puis, en réaction de défense, on accuse son partenaire après les tentatives infructueuses pour le changer. On se sent de plus en plus insatisfait, déçu et à fleur de peau. Bien sûr que ça déteint sur nos états intérieurs qui alternent entre la déprime et la colère. Ça aura aussi des effets au niveau de l'intimité sexuelle où ça nous fait plus du tout envie. Et le climat familial se détériore. Bien sûr, on amène tout ce mal-être-là à l'extérieur, donc la vie professionnelle s'en ressent. Et la seule façon de se sortir du cercle vicieux nous semble être la rupture. Mais à l'idée de rompre, de quitter ce partenaire et le lien qu'on connaît si bien, des peurs se réactivent en nous. Merci Hélène, je suis Claire. Alors les patients en crise qui arrivent en thérapie nous décrivent toutes sortes de différentes peurs qui contribuent à leur impasse. Gérard, le PowerPoint 3, s'il te plaît, merci. Alors, parmi les premières peurs qui surgissent, bien sûr, il y a celles qui sont relatives à nos enfants, au bien-être de nos enfants. On est inquiet de leur avenir. Et on se dit, je ne peux pas faire subir ça à mes enfants. Je me sens déjà assez malheureuse comme ça et coupable en plus. C'est bien sûr que dans cette situation, la culpabilité, c'est est-ce que je vais oser me choisir avant de choisir
des enfants. Donc, le choix est entre moi et les enfants, et mes enfants. Un autre niveau de peur, c'est j'ai pas du tout envie de recommencer tout ça avec quelqu'un d'autre. J'ai plus d'énergie pour ça. Alors, on sait que dans une situation conflictuelle où on a perdu l'espoir, parfois on préfère prendre son mal en patience ou alors subir la situation en espérant qu'avec le temps, ça va régler les choses. Un troisième élément ou aspect de la peur qu'on peut ressentir, c'est je partirai seulement quand je suis bien certain d'avoir trouvé une autre partenaire. J'ai bien trop peur de la solitude. Alors, ici, c'est un argument de poids, là, parce que se retrouver tout seul à devoir affronter ses peurs, ses manques et ses angoisses, ben, ça demande beaucoup de courage. Et très souvent, on préfère rester dans une relation qui ne nous satisfait pas plutôt, ou alors trouver quelqu'un d'autre pour aller s'accrocher, pour ne pas avoir à confronter ces états intérieurs trop angoissants, paniquants. Un autre argument qui nous confronte à l'impasse, c'est j'ai le sentiment que je n'ai pas encore tout essayé pour sauver mon couple et j'ai espoir de trouver un nouvel ajustement. Et ça, c'est un argument qui est utilisé autant par les hommes que par les femmes. Et j'ai cet exemple de jeune couple là, que je suis présentement. C'est elle qui a demandé de venir en thérapie. Elle n'était pas certaine qu'il allait accepter. Il a finalement accepté. Elle était surprise. Et elle reconnaît que depuis 2 mois, il fait vraiment des efforts et il essaie de changer ses comportements, ses attitudes, mais elle ne peut pas accepter ce revirement de situation. Autrement dit, elle continue de lui reprocher tout plein de choses et elle m'a avoué tout récemment, quand je l'ai rencontrée toute seule, qu'elle faisait ça exprès pour se venger de tout ce qui lui avait fait subir, c'est ce qu'elle dit, hein, de ce qui s'est réveillé en elle de souffrance pendant ces dernières 3-4 années. Alors, un autre argument, j'ai peur de décevoir ma partenaire. Ici, en avouant cette peur, on reconnaît qu'on aime encore, qu'on est encore attaché à son partenaire ou à sa partenaire, mais que le vivre ensemble est trop souffrant ou trop exigeant pour qu'on puisse continuer. On a le sentiment parfois qu'on va y laisser sa peau. Mais ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est peur que l'autre n'accepte pas. Et finalement, c'est un argument qui vient d'une jeune retraitée qui dit « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse et pourtant je ne me sens pas bien du tout dans ma relation. » Donc, et elle dit j'ai tout plein d'argent, on a du temps, on a voyagé, on a des voyages en perspective, une maison dans la nature extraordinaire. Pourquoi je ne me sens pas heureuse? Et elle se juge pour ça. Et elle a peur du regard des autres, ses amis, entre autres, à qui elle pourrait avouer qu'elle ne se sent pas bien. Et pourtant, son corps et ses émotions parlent très, très fort d'un sentiment de détresse intérieure. Donc, de ses vrais besoins, finalement. Alors, le PowerPoint 4, Gérard, s'il te plaît. Donc, on est dans notre question thème, celle qu'on vous pose là, et à laquelle vous allez réfléchir pour commenter un peu plus tard quand on vous indiquera ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'un de ces arguments pour décrire votre situation?
ou connaissez-vous quelqu'un, un ami, qui est présentement dans cette situation-là? Alors, on vous invite à réfléchir un peu à ces différents énoncés qui vont réapparaître. Tu peux mettre la 5, Gérard, s'il te plaît? Merci. Alors, est-ce que il y a un de ces arguments-là ou de ces peurs-là, une de ces peurs-là qui a résonné pour vous, qui a fait écho? Et c'est de ça qu'on va discuter un peu plus tard dans votre temps de commentaires en direct. Et entre-temps, on va continuer à approfondir 2 thèmes, justement pour vous aider à mieux reconnaître les enjeux de votre questionnement autour de ce thème crucial dans lequel vous êtes présentement, celui de l'impasse, rester ou partir. Et dans le premier cas, et c'est celui d'une jeune femme qui s'exprime ainsi. Elle dit, moi, j'ai une raison majeure que plusieurs de mes amis partagent aussi, c'est je ne veux pas partir parce que j'ai des enfants en bas âge. Alors, regardons un petit peu tout ce qui vient se greffer autour de cette grande peur-là. Et cette maman, bien sûr, n'est pas toute seule à exprimer cette peur-là. Hein? C'est un dilemme, effectivement. Se soucier du bien-être de nos enfants, ça fait partie de notre métier de maman. Hein? Souvent, en premier, on va se sacrifier pour le bien-être de nos enfants. Et autour de ce genre de situation-là, on peut se dire aussi, je ne veux pas abandonner mes enfants. Quelle sorte de mère je serais de les abandonner de cette façon-là. Alors, on sait que socialement, le fait d'abandonner ses enfants, surtout si on est une mère, c'est pas très bien perçu. Et en plus de ça, on sait qu'un enfant qui a été abandonné, aujourd'hui en psychologie, on le voit, un enfant abandonné risque d'avoir des difficultés dans ses liens relationnels plus tard. Donc, ça nous fait réfléchir, cette question d'avoir des enfants en bas âge et de vouloir se séparer ou de vouloir quitter la relation. Un autre, autour de la même question, un autre niveau de peur, c'est la peur de perdre la garde de ses enfants. Alors, si je pars, est-ce que on va me reprocher par la suite d'avoir abandonné le domicile conjugal? Par exemple, est-ce que si on se sépare ou on divorce, est-ce que devant la cour, c'est un argument qui pourrait être invoqué contre moi? En plus de ça, il y a toute la distance au plan affectif si je perds la garde de mes enfants. Comment je vais réussir à garder le lien avec ces enfants que j'aime? Et dans le même ordre d'idée, un autre élément qui joue autour de cette même problématique-là, c'est je ne peux pas les priver de leur père ou je ne peux pas les priver de leur mère si on se sépare. Donc, je préfère ravaler ma propre souffrance et me sacrifier pour les enfants. Avec quelles conséquences? Point d'interrogation. Un autre argument, quand on est en situation d'impasse, Hélène le disait tout à l'heure, on est souvent, les petits différends du début, ça se mue en colère, en guerre ouverte, en reproche direct, et les enfants sont témoins de ça. Donc, je sais que c'est pas bon pour les enfants qu'on se chicane devant eux, parce que ce conflit-là entre les parents affecte la vie familiale déjà au départ, affecte la réussite scolaire des enfants, et plus, un enfant qui voit ses parents se chicaner, souvent, il va se sentir responsable. Il va croire que c'est lui, c'est de sa faute si papa et maman se chicanent. Et très souvent, dans ces cas-là, va vouloir réparer ou, on dit, devenir le parent
de ses parents. Alors ça fait pas une enfance très, très heureuse, hein? Ni une relation ou des relations d'attachement très sécures par après. Et un dernier élément autour de cette situation d'impasse, c'est je suis plus capable de vivre dans ce climat de conflit perpétuel. Effectivement, c'est une énergie folle qu'on gaspille à essayer de se défendre contre les attaques de l'autre ou alors à justifier et à reprocher à l'autre. Ça altère la qualité de nos liens avec les enfants parce que comment je peux être en colère et reprocher à mon partenaire et être en disponibilité pour mes enfants. Donc, mes enfants me voient fonctionner ou réagir en montagne russe. Moi-même, est-ce que je peux m'accepter dans cette situation-là? Souvent, j'ai de la peine avec ça. Mais je me sens impuissante à changer cet état-là puisque je répète sans trouver de piste de solution pour sortir de ce dilemme. Alors, à toi, Hélène. Le deuxième cas de figure qui explique la difficulté de quitter une relation qui n'est plus épanouissante, celle-ci qu'on rencontre en clinique. Je reste en couple parce que c'est plus sécurisant financièrement. Je travaille à temps partiel et j'ai pas le moyen de payer toutes les dépenses, le loyer, la bouffe, l'auto, les frais pour les enfants si je me sépare. Donc, entendez bien qu'on n'est pas en train de juger cette situation-là, mais de nous questionner sur les conséquences de ce choix de quitter la relation, la difficulté de quitter la relation, donc les conséquences de ce choix sur soi et sur la relation. Donc, il est évident que partager les frais à deux, eh bien, ça diminue déjà l'état de stress pour répondre à une sécurité matérielle dehors. Et ça a pour effet des fois de faire basculer le choix dans le caractère de rester en créant cette option pour être capable de diminuer, je dirais, le stress d'avoir à se débrouiller ou à affronter toutes les difficultés que le dehors nous présente pour être capable de fonctionner dans le choix où je quitte la relation. Mais il faut bien entendre le départ, c'est-à-dire que quand je vis une impasse, une situation d'impasse, on disait au départ qu'il y a des besoins qui s'opposent dans notre inconscient. Donc, je désire une sécurité matérielle, mais à un autre niveau, j'ai une sécurité affective aussi qui vit à l'intérieur de la relation, du couple, entre les deux partenaires. Donc, c'est ces deux niveaux de conflit qui s'opposent dans l'inconscient. Et s'il y a conflit, c'est qu'effectivement, il y a un des paramètres qui prédomine et l'autre est en veilleuse. Donc, le niveau affectif qui n'est pas comblé entretient un stress à l'intérieur de soi qui nourrit le mal-être en soi et qui aura des conséquences sur la relation. La vie est intelligente, c'est-à-dire qu'au départ, on a appris, notre psychique a appris à s'adapter pour qu'on puisse avoir un quotidien quand même vivable. On ne peut pas se promener avec notre conflit inconscient ouvert comme ça à tout azimut. Donc, nos mécanismes de défense sont là pour masquer, pour taire un peu cet inconfort qui se situe en cas d'impasse relationnelle. Donc, le rationnel prend le dessus et on va se dire, on se convainc que
c'est pas grave ce qu'on est en train de vivre. On peut très bien assumer la situation de vivre à temps partiel. On peut très bien assumer de vivre à deux cette situation-là. Et on se dit, par rapport au manque affectif, ben, ça non plus, c'est pas grave. Au point où j'en suis, là, je peux m'assumer tout seul. De toute façon, j'attends plus rien de mon partenaire. Et effectivement, que cette croyance qu'on a de ne pas vraiment avoir besoin de retour affectif entraîne une stagnation au niveau de la relation. Et le fait que cet accordage affectif n'existe pas plus entre les partenaires, ben, au niveau émotionnel, l'exaspération va monter entre les deux partenaires. Donc, on est vraiment on baigne dans un entre-deux qui est mené par ce conflit inconscient où des besoins importants se confrontent. Gérard, est-ce que tu peux mettre le site, s'il te plaît? Donc, le véritable enjeu pour comprendre la relation à son étape d'impasse se situe à un tout autre niveau. Et ici, on vous amène une nouvelle perspective sur les enjeux de cette situation très souffrante. Vous savez sûrement qu'il y a des étapes dans l'évolution de la relation. Donc, à l'étape de l'impasse, on sait que la lune de miel est loin derrière nous. Et ça nous rend nostalgiques parce qu'on porte des croyances d'amour romantique et idéalisées depuis très longtemps. Vous n'avez qu'à regarder tous les films de Disney, là, sur La Belle et la Bête, Cendrillon, qui parlent de ces attentes inconscientes. Donc, l'autre qui devrait nous aimer de façon inconditionnelle ne peut pas le faire. Et c'est un deuil difficile à faire. Pourquoi? Ben parce qu'il nous renvoie à la perte d'un lien de perfection absolue, c'est-à-dire un rappel du lien symbiotique à maman. Donc, l'attente d'un amour inconditionnel dont on est encore en manque. Et on sait qu'aujourd'hui, le lien amoureux, c'est une projection de ce manque sur notre partenaire. Le PowerPoint 7, Gérard, s'il te plaît. Donc, dans la situation de l'impasse, chaque partenaire va faire face à la différence de l'autre. Parce que l'autre, il est aussi en souffrance inconsciente face à l'imperfection de l'amour qu'il ne peut pas offrir. Donc, les deux partenaires sont en souffrance parce que leurs attentes d'amour les plus essentielles, je dirais, l'amour inconditionnel, ne seront jamais satisfaites à travers l'autre, à travers la relation. Et pourquoi cette souffrance? Parce que nous sommes dépendants de ces attentes et de ces projections inconscientes qui sont liées à notre empreinte relationnelle. La prochaine, s'il te plaît, Gérard. Alors, c'est quoi l'empreinte relationnelle? Notre toute première expérience d'attachement à maman est mémorisée dans un programme que l'on appelle l'empreinte relationnelle. Ce programme parle de nos croyances, de nos attentes, de nos peurs, de nos blessures émotionnelles qui aujourd'hui est transposé dans le lien amoureux. Dans le couple, Claire disait, chacun des partenaires porte une empreinte relationnelle différente. C'est ce qui les a attirés l'un vers l'autre, mais aussi c'est ce qui va les opposer au niveau de leur vision personnelle, familiale et de la vie en général, et ce sera source de conflits. C'est la
répétition de situations conflictuelles qui entraînent des réactions émotionnelles de défense. Et ces réactions de défense sapent les bases sécures de la relation. C'est la raison pour laquelle on aura de la peine à gérer la deuxième étape d'évolution de la relation. C'est celle qui nous invite à accepter la différence de l'autre. La suivante, Gérard, s'il te plaît, à 9. Donc, on arrive dans le couple très mal outillé pour composer avec l'empreinte relationnelle de l'autre parce que on n'est même pas conscient de la nôtre. Alors, en conséquence, chacun va s'éloigner progressivement de l'autre au niveau physique, au niveau affectif, au niveau mental et à un autre niveau de peur qu'on souvent on n'ose même pas s'avouer à nous-mêmes. On espère que ce soit l'autre qui fasse le choix de quitter la relation pour éviter d'assumer la responsabilité de son mal-être. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais dans notre tête, on fantasme même que l'autre tombe malade, à la limite que l'autre meure pour pas qu'on ait à choisir, à faire ce choix impossible. Donc, dans ce contexte, on a besoin de nouvelles informations pour élargir notre vision de la situation conflictuelle d'impasse. La 10, Gérard, s'il te plaît. Alors, effectivement, ça implique de pouvoir reconnaître les différentes facettes de son empreinte relationnelle pour pouvoir s'ouvrir un espace de choix plus conscient. Et ainsi, pouvoir arriver à mieux discerner les besoins d'évolution qui sont associés à cette étape de notre vie. Parce que l'impasse, elle n'est pas là pour qu'on tourne en rond et qu'on reste dedans ad vitam aeternam. Donc, c'est justement l'objectif de l'étape reconnaître de nos parcours personnalisés. Donc, on vous a préparé toute une série de contenus pédagogiques pour vous accompagner sur ce chemin de passage dans cette situation d'impasse qui est la vôtre. Et on vous recommande vivement d'aller sur notre site nouveaucouple.com sous l'onglet Parcours pour aller vraiment voir tout ce qu'on a à vous offrir pour vous accompagner à ce niveau-là. Donc, oui, la suivante, Gérard, s'il te plaît. Donc, la peur est un élément vraiment important qui paralyse. Elle nous paralyse pour prendre une décision. Et parmi les peurs qui sont les plus paralysantes devant une décision si capitale à prendre, on retrouve la peur que l'autre s'effondre. Vous savez, quand on a passé une partie de sa relation à s'oublier pour l'autre, à se dévouer à l'autre, eh bien, ça peut vraiment être difficile d'envisager ou d'imaginer d'avoir à laisser son partenaire ou sa partenaire. Ça devient un élément qui entretient de la confusion sur la capacité de faire un choix. Une autre peur, c'est la peur de se tromper dans son choix et de le regretter. Alors, cette peur-là peut devenir suffisamment envahissante pour embrouiller sa capacité à discerner, à avoir une vision juste, parce qu'elle alimente les réactions qui s'opposent dans l'inconscient. Elles alimentent le conflit qui se situe dans l'inconscient. Donc, ça empêche de recevoir l'information adéquate pour être capable de moduler ou
de faire la part des choses entre je quitte ou je reste, vraiment dans un alignement qui est d'une clarté qui relève d'une sortie de cette impasse-là. Une autre peur, c'est la peur de ne pas avoir tout essayé. Eh bien, cette peur-là, elle est aussi alimentée par des croyances qui se trouvent, qui prennent racine dans notre empreinte relationnelle. Et une de ces croyances, c'est si je me sépare, je vais faire de la peine à l'autre. Si je fais de la peine à l'autre, je ne suis pas aimable. Donc, je peux aller choisir, c'est-à-dire qu'inconsciemment, le conflit nous fait aller dans la voie de rester, même si on ne se sent pas du tout bien dans la relation. Une autre peur, c'est de s'attribuer l'échec de son couple. Alors là, il y a tout un discours intérieur autour de cette peur-là. Du genre, si je n'ai pas réussi, de quoi j'ai l'air? Moi qui ai toujours eu le contrôle des situations, eh bien celle-là, je l'ai vraiment floppé. C'est la valeur personnelle de l'individu qui est remise en question. Et c'est super souffrant d'avoir à se confronter à cette peur qui est vraiment paralysante, qui nous empêche de prendre une décision, d'évaluer le contexte avec un bon discernement. Donc, toutes ces peurs que je viens de décrire sont liées à des croyances, à des causes plus profondes que ce qu'on vit en surface au niveau de l'impasse, et ces causes ont besoin d'être mises en lumière pour pouvoir sortir de l'impasse. À toi, Gérard. Merci Hélène et merci Claire. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'on a besoin de mieux comprendre comment on fonctionne dans sa propre histoire pour clarifier le choix juste à venir et créer son bonheur futur. C'est maintenant votre tour d'intervenir. Nous sommes ouverts aux questions et à vos commentaires. Y a-t-il des peurs dans lesquelles vous vous êtes reconnu qui contribuent à vous maintenir dans une situation d'impasse? La parole est à vous. Quand vous leverez la main, je vais vous donner le micro. Ça me fera plaisir. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné là, en direct pour vous? Ou si vous avez besoin de mariner un peu, de revisionner ou de réécouter ce contenu pour vous laisser vibrer. On est très conscient aussi là, que exposer ces ondes de fragilité en direct, c'est pas évident. On vous comprend. Mais on vous invite quand même à, parce que oser se dire, ça fait déjà partie du processus de guérison. Donc, je voudrais aussi ajouter, Claire, que tu sais, dans l'éventualité que quelqu'un lève la main, on n'a qu'une main levée, une voix qui parle. On n'a pas de vidéo, on ne prend pas de vidéo de la personne, rien de ça. Non, exactement. Vous êtes plus ou moins en confidentialité. Oui. Et c'est juste une voix et une voix importante. Si bien en profiter si vous avez le cœur. Et moi, je rajouterais que c'est un espace privilégié parce que vous avez un contenu qui a été aussi expérimenté par nos propres personnes. Donc, c'est tout à fait normal de présenter des peurs, de passer une situation où ce questionnement est si important pour
notre épanouissement personnel. Et je dirais aussi pour l'avenir de nos relations, les présentes et les futures, qu'on est incapable de toucher ou de prendre conscience dans notre relation d'aujourd'hui, ben on va transposer ça dans notre prochaine relation. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, bon, c'est sûrement parce que il y a une partie de vous qui avait besoin d'entendre nos contenus et probablement d'en faire quelque chose de positif pour vous. Oui. S'il n'y a pas de questions, ben, je vais continuer. Si vous avez apprécié la qualité de ce webinaire, merci d'en parler à vos amis et de diffuser la tenue du prochain webinaire gratuit, celui-là du 22 novembre, qui est sur le tableau. Et ça fait partie du thème lié à l'impasse. J'ai honte de demander de l'aide. C'est aussi vrai que je suis là. Inscrivez-vous sur la page d'accueil du nouveau couple. Hop, il y a un chat. Hélène, si tu veux peut-être regarder ça. Oui. Il est en anglais. C'est correct. I'm married and have 2 little kids. I'm in love and in a relationship with another man. I connect to everything you shared, all the fears. But the question is still there. Should I leave or not? Est-ce que tu as compris la question, Claire? Oui, bien sûr. Oui. Bien, tu veux commencer, Claire? Je pourrais rajouter. Je vais répondre en français. Do you understand French? Sure, because our webinar was in French. So I suppose you understand French. French is good. Et pour le bénéfice de tous nos auditeurs français peut-être, européens qui ne comprennent pas l'anglais, je vais répondre en français. Alors souvent, quand ça va pas bien dans notre relation, et ça on va l'aborder dans le webinaire synthèse qui va faire le résumé des 3 webinaires précédents. Souvent, pour s'enlever de la pression, pour se donner un peu d'air, d'oxygène et de joie de vie, on va se chercher un amant ou une maîtresse. De cette façon-là, on évite d'avoir à aller travailler, j'allais dire, ou prendre conscience de ce qui nous empêche d'être bien avec notre partenaire présent. Ce qui nous donne l'opportunité aussi de vivre autre chose, peut-être de savoir qu'on est au niveau de la sexualité, par exemple, souvent, quand ça va pas bien avec notre partenaire, la sexualité est la première à en souffrir. Peut-être qu'on a besoin d'aller explorer ailleurs pour se confirmer qu'on n'est pas totalement, j'allais dire, en panne complète au niveau du désir sexuel. Mais la dimension du désir sexuel et de la satisfaction sexuelle ne va pas nécessairement régler ou répondre aux besoins affectifs ou à nos blessures affectives qui sont réactivées dans notre relation première. Bon, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait rajouter, là, mais bon, une réflexion de base, si on veut. Oui, moi j'ajouterais, Claire, que dans la situation, dans ce que vous avez entendu comme contenu de cette rencontre-là, de cette conférence-ci, on a énuméré beaucoup de
je dirais, de peur autour de la situation d'impasse. C'est bien, notre but était, premier niveau, d'apporter une compréhension sur la difficulté de quitter ou de rester. Mais en dessous de ce blocage qui se situe en deux besoins dans notre inconscient qui se confrontent, on a besoin d'aller ressentir dans le corps physique ces peurs qu'on a pu entendre ou qu'on peut identifier un peu mieux maintenant à la suite de cette conférence-ci. Donc, c'est un peu j'inviterais donc soit à venir au webinaire synthèse parce qu'on va approfondir le 29 novembre un petit peu plus comment on peut travailler avec des outils concrets autour de l'impasse, situation d'impasse dans le couple. Et je vous inviterai aussi à aller naviguer sur le site nouveaucouple.com parce qu'il y a du matériel d'abord sous tous les onglets qui existent pour aider à comprendre les services que l'on offre et les parcours personnalisés qu'on a créés visent justement à pouvoir vous aider à travailler à partir du web des contenus sur lesquels vous allez faire des étapes qui font descendre la compréhension mentale au niveau de l'émotionnel pour avoir à trouver une issue, pour faire émerger justement l'action juste entre le questionnement « je reste » ou « je quitte la relation ». Il y a un apprentissage à faire, je dirais, sur notre logiciel affectif. Le mental est super important pour adresser un peu un tour de piste sur le dilemme, la question ou l'impasse, dans quoi on n'arrive pas à trouver une solution. Mais pour être réellement satisfait dedans, heureux avec notre décision, se sentir libre dans la décision de rester ou de partir, on a besoin d'aller rechercher à l'intérieur de nous les éléments si précieux qui sont en attente dans notre empreinte relationnelle. Et c'est cet accompagnement qu'on vous offre sur le web à travers les parcours personnalisés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a pu ouvrir des contenus qui permettent de comprendre ce qui nous maintient dans le questionnement, qui fait qu'on peut trouver une adaptation pour, comme Claire dit, aller rechercher à l'extérieur une nourriture qui est si vitale pour soi, de recevoir et de donner de l'affection. Donc, le prochain webinaire, le webinaire du 29 novembre va être précieux pour approfondir ces contenus. Exactement. Merci, Hélène, Claire. Votre présence en direct est appréciée, car vos interactions sont précieuses. Elles nous permettent d'ajuster de nouveaux contenus en réponse à vos besoins. Et finalement, Claire et Hélène en ont parlé, mais c'est le webinaire synthèse qui, lui, finalement, va reprendre les thèmes qui ont été développés pour recouvrir tous les éléments de l'impasse, au moins à cette étape, les reconnaître. Et le webinaire synthèse, intitulé « Mon et ma partenaire ne me comprend pas », ben, ça va justement couvrir ces éléments-là. Et lui, c'est le 29 de novembre. Et les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez le faire sur nouveaucouple.com. Et sur ça, je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tous pour ce webinaire synthèse. Claire et Hélène, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, merci beaucoup de votre présence. Merci de votre participation. Et de votre participation. À bientôt. À bientôt.